Record to cloud. Merci Laura. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Marie-Hélène Desmarais. Je suis comme Laura membre du conseil d'administration du ICOM et ça me fait très plaisir de vous accueillir dans cette présentation aujourd'hui. On va d'abord commencer par la reconnaissance du territoire. Alors, si vous me le permettez, je vais faire celle où je me trouve, c'est-à-dire celle de Winnipeg. Alors, je tiens à souligner que nous nous trouvons sur le territoire visé par le traité numéro 1 et que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés aujourd'hui font partie du territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Cri, Ojibwe, Dakota, Dene et de la patrie de la nation métisse. Alors, on va avoir environ 40 minutes de présentation par Émilie Morin. Émilie nous a mentionné que vous pouvez poser vos questions, l'interrompre en fait en temps réel là, quand vous avez les questions, vu qu'on est un petit groupe. Alors, profitez de ça pour lui poser toutes les questions que vous avez en cours de route. Puis, on aura quand même là, du temps, une dizaine de minutes à la fin pour un échange de questions. Vous pouvez aussi utiliser le chat. Je vais m'assurer en fait soit de transmettre vos questions à Émilie s'il y a des questions ou si jamais il y a des problèmes techniques, de faire ce que je peux pour vous aider. Alors, n'hésitez pas non plus à utiliser le chat. Alors, sans plus tarder, je vous présente Émilie Morin pour la présentation qui s'intitule « Conditions à mettre en place à l'école pour développer le sentiment de pouvoir agir de jeunes du secondaire face au changement climatique ». Bonne présentation. Merci beaucoup Marie-Hélène. Alors, merci à tous les courageux, courageuses d'être présents ce matin. C'est vraiment très apprécié. Donc, mon nom est Émilie Morin. Je m'adresse à vous aujourd'hui à partir du territoire traditionnel Mi'kmaqui, territoire ancestral non cédé des Mi'kmaq. Et je vous parle aussi de Rimouski. Tout juste derrière moi, il y a le fleuve Saint-Laurent, le majestueux fleuve Saint-Laurent. Je suis doctorante à l'Université du Québec à Rimouski et je travaille plus particulièrement avec Geneviève Thériault, qui est ma directrice de recherche, et avec Barbara Bader, qui est, elle, de l'Université Laval, qui est ma co-directrice de recherche. Je suis maman de 2 jeunes enfants, plus très jeunes, là, 9 ans et 13 ans. Et puis, je m'intéresse à l'éducation à l'environnement depuis maintenant une dizaine d'années. Puis, depuis 4 ans, plus particulièrement, je m'intéresse à l'éducation au changement climatique, entre autres dans le cadre de ma thèse. Ce que j'aimerais faire avec vous ce matin, en fait, c'est de réfléchir à une idée qui me tient beaucoup à cœur et qui est celle de qu'est-ce qui fait qu'un jeune peut sentir qu'il peut agir face au changement climatique ou non? Puis, quelles seraient les conditions qu'on pourrait mettre en place à l'école pour favoriser le développement de ce sentiment-là? Donc, j'aimerais bien humblement me faire la porte-parole des jeunes de la fin du secondaire que j'ai rencontrés dans les dernières années pour, en fait, vous dire quelles sont leurs idées sur qu'est-ce qui fait finalement qu'ils sentent qu'ils peuvent agir ou non face au changement climatique. Je vais commencer par vous accorder un petit moment de réflexion. En fait, j'aimerais vous laisser simplement 2 minutes pour que vous réfléchissiez à un moment dans votre vie où vous avez senti que vous aviez un grand pouvoir d'agir. Donc, je vous laisse y réfléchir seul pendant 2 minutes, un moment où vous avez senti que vous aviez un grand pouvoir d'agir.
Alors, est-ce que tout le monde a trouvé ce moment-là? Vous pouvez soit me faire un signe de tête ou me faire un petit pouce en l'air. Super. Ceux qui l'ont trouvé, vous pourriez déjà réfléchir à un moment où, au contraire, vous n'avez pas senti que vous aviez un pouvoir d'agir. Donc, je vous invite à penser à ce moment-là, puis à vous poser la question, qu'est-ce qui fait finalement qu'à ce moment-là, vous sentiez que vous avez un grand pouvoir d'agir? Quelles sont les conditions finalement qui étaient en place pour faire en sorte que vous sentiez ce pouvoir d'action-là ou cette capacité d'agir? Il faut savoir que l'interprétation qu'on en fait peut être bien différente en fonction des personnes à qui on s'adresse. Puis maintenant, je vous invite à m'écrire dans le chat. Est-ce que vous sentez que vous avez un grand pouvoir d'agir face au changement climatique ou pas? Maintenant, pour poursuivre la réflexion, avant de se lancer dans le vif du sujet et de savoir qu'est-ce que les jeunes ont répondu à ces questions-là, je vais vous inviter à réfléchir en petites équipes à qu'est-ce qu'on a besoin finalement pour sentir qu'on peut agir face au changement climatique? De quoi on peut bien avoir besoin? Qu'est-ce qui peut nous aider? Ça va durer seulement quelques minutes, en fait. Je vous invite à discuter soit à 3 ou à 4 personnes. Marie-Hélène va faire les équipes. Puis, si vous désirez, vous pouvez faire une petite liste là, à côté où vous pourriez dessiner aussi ce dont vous avez besoin. Puis, on revient ensuite en grand groupe et on se lance vers ce que les jeunes ont pu nous dire face au changement climatique qu'ils avaient besoin. Donc, je vous laisse partager en petites équipes pendant quelques minutes. Combien de minutes, Émilie? On peut faire 4 minutes. Parfait. Alors, j'ouvre les salles maintenant.
Alors, nous sommes tous de retour. Je vois ici vos réponses de tout à l'heure. Maintenant, je vous inviterai en revenant en grand groupe à réfléchir à ce que vous avez dit, puis peut-être le partager dans le chat aussi. Qu'est-ce qu'il nous faut pour finalement sentir qu'on peut agir? Puis s'il y en a même qui veulent s'exprimer à l'oral, là, ce serait le bon moment pour le faire. Donc, si vous préférez le faire à l'oral, allez-y, il n'y a pas de problème. Ceux qui veulent le faire, vous pouvez peut-être lever la main, puis je vais vous voir, là. Ah oui, Mélissa. Oui, ben, dans notre groupe, on disait, on a parlé de plusieurs choses. On parlait d'avoir des gestes ou des exemples de choses à faire à notre portée, puis de se permettre aussi de faire des erreurs, puis et ça ne va pas nécessairement marcher du premier coup, mais que c'est correct de se faire dire que c'est correct de faire des erreurs aussi. Je ne sais pas si les autres groupes, vous aviez le même genre de réflexion aussi. Oui, il y a Karine qui a levé la main. Oui, là, dans mon groupe, j'ai eu un peu de dérangement, donc je n'ai pas entendu nécessairement les collègues ce qu'ils ont partagé. Mais allez-y, les filles, si vous voulez ajouter là, ce que vous aviez dit au début, moi, ça a comme un peu coupé. Là, il y a eu du criage dans la maison, désolée. Mais on a parlé aussi au niveau du contrôle. Donc, quand on a vraiment on est dans une situation où on a un plein contrôle, par exemple, lorsqu'on organise un événement de zéro et on peut faire tous les meilleurs choix qui sont pour la planète, les meilleurs choix qui ont le moins d'impact au niveau des changements climatiques. Mais quand il y a des règles qui sont mises en place qui nous empêchent de prendre la bonne décision, c'est là qu'on sent qu'on n'a pas le pouvoir. Et c'est qu'on sait c'est quoi la bonne décision, mais on n'a pas le pouvoir de la prendre. Super. L'idée de contrôle qui revient. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait s'exprimer? Dans notre équipe, on avait soulevé aussi la possibilité de voir des résultats, le fait qu'il y ait moins de contraintes, le fait qu'on puisse agir en groupe aussi. Oui, Anna, qui a levé la main? Oui, Annalie. Nous, on a parlé de les moyens, bien sûr, puis aussi l'éducation, le savoir, les connaissances pour quel choix faire. Tu sais, souvent, on veut faire des choix, mais pas savoir quel qui est le meilleur ou qui a le plus grand impact. Fait que toute cette connaissance-là de base aussi. Oui, tout à fait. Quels sont les gestes qu'on peut poser aussi, puis quels sont les impacts de ces gestes-là, qu'on ait des exemples à notre portée. Le fait de ne pas se sentir jugé aussi, c'était un élément qui ressortait. Dernière chance pour partager ceux qui le veulent. Ça va? Alors, je vais retourner à ma présentation. Puis, n'hésitez pas là, à ouvrir votre micro puis à me couper à n'importe quel moment. Ça va me faire plaisir de répondre. Donc, je me lance vraiment dans le vif du sujet de l'éducation au climat, de l'éducation au changement climatique, en commençant par les défis finalement auxquels on doit faire face quand on fait de l'éducation au climat, principalement en milieu formel, là, à l'école, disons. À la base, quelque chose d'intéressant à considérer, c'est qu'on reconnaît de plus en plus l'importance de l'éducation pour faire face à la problématique des changements climatiques. Donc ça, c'est déjà un point très important. Ce n'est pas que les autres gestes qu'on pose, mais l'éducation en tant que telle demeure fondamentale pour faire face à cette problématique-là. Donc cette reconnaissance-là, elle est quand même très importante. Mais malgré cette reconnaissance-là, quand on fait de l'éducation au climat, on fait face à de nombreux défis. Un premier, c'est la grande complexité des aspects, qu'ils soient scientifiques ou sociaux, qui entourent la question des changements climatiques. Mais aussi l'inertie du système climatique, en fait, qui nous empêche de voir les effets des gestes que l'on pose. Donc, les effets directs des actions, qu'elles soient individuelles ou collectives. Ce qui fait qu'on demande actuellement aux jeunes, mais aussi aux autres générations, de poser des gestes, mais sans attendre d'effets concrets et rapides.
Un deuxième défi auquel on fait face, c'est que les impacts des changements climatiques sont à la charge de manière disproportionnée des personnes qui sont plus vulnérables, que ce soit de certains pays ou des jeunes qui eux-mêmes vont en vivre davantage les effets. Puis un troisième défi concerne les images que se font les jeunes de leur avenir, leurs espoirs, leurs sentiments face à l'avenir incertain qu'ils ont en face d'eux. En fait, on aurait une première génération de jeunes qui n'espèrent pas avoir un futur meilleur que ses parents. Donc, par le passé, on pouvait toujours espérer avoir un futur meilleur que nos parents, mais maintenant, on a une génération de jeunes qui ne le peut pas. Un quatrième défi, c'est que les causes des changements climatiques sont directement ancrées dans nos styles de vie actuels et puis que ces styles de vie actuels-là semblent très difficiles à changer pour certains. Donc, quand on fait de l'éducation au changement climatique, on fait face à des défis qui sont énormes. Puis, pour faire face à ces défis-là, on doit se demander quelle éducation au climat on veut réaliser. Parce que ce n'est pas tous les types d'éducation au changement climatique qui se valent. Donc ici, je m'inspire fortement des travaux de Bob Jickling et Ariane Walls, que certains connaissent peut-être, pour vous illustrer que dans la recherche qui se mène actuellement en éducation au climat, mais aussi dans les résultats qui sortent de la thèse, il semblerait préférable qu'à l'école, on passe d'une éducation qu'on va dire plus transmissive. Là, je me situe vraiment en haut du graphique, qui serait basée simplement sur des faits prédéterminés, des faits fixes, trop souvent fatalistes d'ailleurs, à une éducation qu'on va dire plus transformatrice ou plus sociocritique ou socioconstructiviste, et où là, on accorde davantage d'importance, entre autres, aux dimensions affectives, donc à l'affectivité des jeunes qui sont dans nos classes. On accorde aussi davantage d'importance au territoire, au savoir, aux différentes formes de savoir, qu'ils soient profanes, qu'ils soient autochtones, qu'ils soient citoyens. On accorde aussi davantage d'importance à l'interdisciplinarité, à la présence en nature, ou encore à une construction des savoirs pour les besoins de la communauté qui entoure l'école. Il semble aussi préférable qu'on passe d'une visée sociale qui, là, est à gauche, une visée sociale qu'on va dire de changement de comportement, où on aurait des bons comportements qui seraient prédéterminés par les adultes, où là, on est davantage dans un mode plutôt autoritaire, à une visée plus participative. Donc, une visée qui serait davantage orientée vers l'action citoyenne, où les jeunes sont davantage considérés comme des interlocuteurs valables, qui sont eux-mêmes capables de prendre des décisions, à savoir qu'est-ce qui est valable de faire. Donc, une éducation finalement qui sortira un peu de la forme scolaire qui est, à mon avis, devenue beaucoup trop standard et qui se situerait davantage dans le cadran numéro 4. En dépit de la place qu'on accorde maintenant à l'éducation au climat dans les programmes, que ce soit au Québec ou aussi ailleurs dans le monde, c'est généralement reconnu qu'à l'école, on n'atteint pas les objectifs qu'on se fixe présentement. Trop souvent, on contribue justement à la diminution du sentiment de pouvoir agir des jeunes. Puis, face à ce constat-là, de plus en plus, on va parler d'une éducation au changement climatique ou d'une éducation au climat pour le développement du pouvoir agir. Donc, l'objectif de cette éducation-là, ce serait de développer le pouvoir agir des jeunes. Toutefois, il n'y a pas de consensus à savoir qu'est-ce que ça veut dire développer le pouvoir agir. Qu'est-ce que ça suppose, ça? Donc, c'est ce sur quoi je me suis attardée dans le cadre de la thèse en allant questionner, entre autres, des jeunes de la fin du secondaire. Qu'est-ce que ça veut dire le développement du pouvoir agir? Donc, mon premier objectif, c'était de définir les dimensions de ce sentiment-là en m'appuyant sur les propos des jeunes. De quoi ça dépend? Puis, à la suite de ça, de tenter de définir quelles seraient les conditions favorables au développement de ce sentiment-là à l'école secondaire.
Puis vous allez voir, il y a plusieurs choses que je vais mentionner qui peuvent très bien s'appliquer aussi à l'école primaire. Rapidement, pour ceux qui s'intéressent plus à la méthodologie, c'était une recherche qualitative que j'ai faite. Je suis allée rencontrer 29 jeunes. Ça peut paraître peu, mais étant donné que tout était décortiqué dans ce qu'ils ont dit, c'était quand même significatif. Donc, c'est au total 10 entretiens de groupe avec 2 à 3 jeunes de 5 écoles différentes. C'était des jeunes francophones de la fin du secondaire, donc de 14 à 16 ans. Puis, je suis allée les rencontrer dans différentes écoles publiques privées, milieux socio-économiques diversifiés, milieu urbain, milieu rural, avec ou sans aussi programme en éducation à l'environnement. Puis, j'ai fait une analyse thématique là, des propos de ces jeunes-là. Donc, allons maintenant, plongeons dans quelles seraient les dimensions de ce sentiment de pouvoir agir. Mais avant de vous en parler, j'ai quelques petites nuances à vous apporter. Hein. D'abord, le sentiment de pouvoir agir, vous vous en doutez, il est vraiment variable chez les jeunes qui sont rencontrés. Puis il est même variable dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir un jeune qui, au début, va pas du tout sentir qu'il peut agir, puis à force de parler avec les autres, ça vient vraiment augmenter son sentiment de pouvoir agir. Et ça, pour moi, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'en discutant à l'école, on peut avoir une influence sur ce sentiment-là. Il faut aussi savoir que ces dimensions-là peuvent parfois avoir un impact positif et parfois négatif sur les jeunes. Donc, des fois, il y a certaines choses, comme par exemple le monde juridique ou le monde politique, qui pour certains va être très encourageante, alors que pour d'autres, ça ne le sera pas. Puis, une autre petite nuance, c'est que là, bien entendu, je vous présente seulement quelques éléments des résultats et pas tous les résultats, mais ça me fera plaisir de vous en partager davantage dans les questions ou si vous voulez communiquer avec moi. Donc ici, je vous lis d'abord un extrait de ce que les jeunes m'ont dit pour vous donner une petite idée là, de ce qu'ils peuvent me dire quand je les rencontre. Donc, on a rencontré le ministre de l'Environnement à l'événement jeunesse sur les changements climatiques. Et il n'avait pas l'air intéressé par le fait que les changements climatiques existaient. Puis, on était tous là pour ça. Ce qui l'intéressait, et le plus important de ce qu'il a dit, c'est qu'il était content d'être là et qu'on allait faire un changement. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que c'est lui qui devrait développer les idées. Puis comme ça, créer un espoir. Parce que c'est lui le ministre. Ça ne me fait pas sentir capable d'agir. Donc, il y a plusieurs éléments ici là, que j'ai voulu surligner, mais il y en a d'autres aussi, qui peuvent nous donner des indices sur quelles seraient les dimensions du sentiment de pouvoir agir. Un autre exemple, avant de tomber dans les résultats plus particuliers, et là, je tiens à dire que cette jeune-là, elle parle ici d'une initiative qui a été développée à son école. Donc, on la fait participer à son école à une initiative environnementale. Et voici ce qu'elle en dit. Quand on te dit de faire ce que tu veux parce qu'on a confiance en toi, il n'y a pas plus grand pouvoir d'action que ça. Ça fait que tu es débrouillard, tu es autonome, tu es responsable de ce que tu fais. C'est sûr que tu es fier de toi. Mais en même temps, ça donne une certaine confiance en soi parce que tu te dis que si on t'accorde ce pouvoir-là, c'est que tu es capable de gérer ça. J'étais contente parce qu'il faut croire que je ne suis pas si mauvaise que ça. Il faut croire que les autres voient que je suis capable d'aller loin. C'est comme s'ils voyaient quelque chose de spécial en moi. Donc ici, on voit deux jeunes qui n'ont pas du tout le même sentiment de pouvoir agir et qui réfèrent vraiment à des dimensions qui sont tout à fait différentes. Bon, ici, je ne veux pas vous faire peur avec le graphique. Hein. Je veux simplement vous illustrer quelques-uns des résultats parce que dans le fond, il y a une théorie en particulier, moi, qui m'a inspirée dans le cadre de mon travail de recherche, qui est la théorie des capacités de Amartya Sen. Peut-être qu'il y en a certains qui le connaissent. Et puis, il y a certains concepts aussi qui m'ont interpellée. Les concepts d'empowerment, dont vous avez certainement entendu parler, qui peut se traduire en français par développement du pouvoir agir, mais aussi les concepts d'agentivité, qui, elle, est la capacité d'agir, et les concepts de sentiment d'efficacité personnelle, qui, lui, est le sentiment que l'on est capable d'agir.
Mais au-delà de tout ça, il ressort finalement des différentes dimensions que moi, j'ai regroupées en 2 sous-catégories, hein, en vert et en bleu, qui correspondent chacune à des formes de liberté que peuvent posséder les jeunes. Une première serait liée davantage au bien-être du jeune, mais aussi aux opportunités qu'il a. Donc, liées à son état, mais aussi aux différents contextes dans lesquels les jeunes évoluent, que ce soit le politique, le contexte économique, juridique, communautaire, familial. Puis, une autre catégorie réfère davantage à tout ce qui est processus et réalisation, et donc à l'agentivité de l'individu ou à sa capacité d'agir. Puis là, on peut parler de la responsabilité, de la conscience, par exemple, qu'on a des choix, des capacités, de la réflexion qu'on a en lien avec les gestes qu'on pose ou pas et que les autres posent ou pas. Puis à partir de ces différentes dimensions-là, je vais vous faire part d'une synthèse des résultats. Donc, quels sont les constats finalement qui ressortent de ce que les jeunes m'ont dit? Étant donné qu'ils se considèrent comme étant les principaux concernés par la problématique des changements climatiques, parce qu'ils vont en vivre davantage les effets, de ne pas se sentir entendus ou de ne pas être considérés comme crédibles contribue à diminuer leur sentiment de pouvoir agir. Pour plusieurs d'entre eux, de se faire dire quel comportement adopter par une génération qui, elle, ne semble pas faire des choix qui sont pour eux sécuritaires et agréables est très troublant. Il est intéressant aussi de soulever la critique de la norme sociale qui est portée par certains des jeunes que j'ai rencontrés. Donc, ces jeunes reconnaissent l'importance du courage de faire ce qui est juste, de sortir de cette norme sociale-là et de dénoncer les dynamiques de pouvoir. Ils sont également pour plusieurs tout à fait conscients des choix et des responsabilités qu'on a en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Ils vont reconnaître la nécessité de questionner le système qui est en place, puis d'accorder aux plus vulnérables toutes les capacités nécessaires à une plus grande justice sociale et environnementale. Les résultats vont aussi soutenir l'idée que les jeunes doivent être reconnus comme des acteurs à part entière dans la résolution de la crise climatique. Donc, ils ne sont pas les acteurs de demain, ils sont les acteurs d'aujourd'hui et de maintenant. Il vaut la peine aussi de souligner le nécessaire dialogue entre les générations autour des changements climatiques, et ça, c'est eux qui le soulèvent aussi. On doit se parler entre générations. Puis finalement, il y a vraiment un important nombre de jeunes qui m'ont parlé de l'importance de la solidarité. Donc, en ce sens-là, il y a une plus grande participation sociale qui devrait être encouragée et développée à l'école, et ça pour le bien-être de la communauté qui entoure l'école. C'est ce que font déjà des écoles au Québec, puis leur contribution devrait vraiment être largement reconnue, puis on devrait leur donner davantage de moyens pour pousser ça davantage. Il y a aussi des enseignants qui réussissent vraiment des tours de force, hein, puis on devrait leur trouver davantage de temps, davantage de ressources et de moyens pour pouvoir continuer ça. Ici, je trouvais aussi important de vous dire qu'est-ce que les jeunes ont dit vraiment de manière explicite, un peu comme vous l'avez fait au début, là, dans ce qu'ils ont besoin pour sentir qu'ils peuvent agir. Donc, en haut, c'est ce qu'ils disent qui augmente leur sentiment de pouvoir agir, et en bas, ce qui le diminue. Donc, en haut, le fait de se sentir important, de se sentir libre et de se sentir égal aux autres, ça va augmenter leur sentiment de pouvoir agir. De même que sentir qu'ils aident les autres, qu'ils font partie d'un groupe, qu'ils changent quelque chose. Le fait de se sentir entendu, de se sentir fier et soutenu. Ils soulignent aussi qu'ils ont besoin de possibilités qui soient offertes. Ils ont besoin de confiance, à la fois eux faire confiance, mais que les autres leur fassent confiance. Ils ont besoin de davantage de cours en environnement, d'un mouvement social, d'un but commun. Ils ont besoin d'espoir, d'empathie
et de vivre des réussites. Au contraire, lorsqu'ils sentent la peur, lorsqu'ils sentent l'impuissance et lorsqu'ils sentent l'urgence, on diminue leur sentiment de pouvoir agir. Et là, il faut réfléchir à la rhétorique très fataliste qu'on a quand on parle des changements climatiques, que ce soit dans les médias ou que ce soit en classe, il faut être conscient de l'impact que ça a sur le sentiment de pouvoir agir des jeunes. Le fait aussi que les jeunes manquent d'influence sur les autres, manquent de moyens, manquent de ressources, l'absence pour eux de choix, l'absence de possibilité de prise de décision. Il y a une chercheure, Browning et Ward, qui dit « On apprend à faire de la politique en faisant de la politique. Il est temps qu'on fasse davantage de place aux jeunes dans les classes pour qu'ils prennent les décisions qui les concernent directement. » L'absence de bien-être. Si une jeune ou un jeune, puis j'en ai rencontré, fait face à des problèmes de santé, il est fort probable que les changements climatiques ne soient pas une priorité pour elle. On doit adresser d'abord son bien-être et ensuite parler des changements climatiques. L'absence de résultats, et ça, on en a parlé tout à l'heure, le fait d'être seul, le fait d'être soumis à une autorité va aussi contribuer à diminuer le sentiment de pouvoir agir des jeunes. Maintenant, à votre avis, avant que j'énonce certaines des conditions favorables, en fonction de ça, quelles seraient les conditions, à votre avis, à mettre en place à l'école pour développer le pouvoir agir des jeunes? Puis je vous invite à l'écrire dans les commentaires, peut-être si vous le voulez, là, vous êtes complètement libre de le faire. Donc, s'il y a une des conditions qui vous semble logique, je vous invite à l'écrire, puis je pourrai en même temps les regarder. Le choix, oui, intéressant. Le fait que les jeunes soient face à certains choix. Il y en a aussi qui m'ont parlé de la conscience du choix. Il faut qu'on soit conscient quand on est jeune qu'on a des choix. Le pouvoir décisionnel, la démocratie, tout à fait. On doit parler davantage de démocratie. Leur donner la parole, effectivement, ils se sentent souvent peu entendus, mais le fait simplement d'ouvrir la parole dans les cours, ça peut être significatif. Encourager les initiatives de jeunesse, effectivement, vous allez voir, ça va ressortir aussi. Tout à fait. Donc, vous pourrez continuer là, à les écrire. Là. Ça me fera plaisir de les lire tout à l'heure. Je poursuis ici. Donc, à partir des conditions, à partir des dimensions, moi, j'ai essayé de ressortir qu'est-ce qui pourrait être recommandé, par exemple, pour le milieu scolaire. Puis là, je vous avertis aussi que ces éléments-là, il y en a plusieurs qui sont déjà mis en place dans les écoles, déjà de manière vraiment intéressante. Ceci dit aussi, c'est des conditions qui sont souvent pas faciles à mettre en place et j'en suis tout à fait consciente. Puis, ce n'est pas des conditions qui sont uniquement dirigées vers les enseignants, mais ça peut être aussi vers les directions d'école, vers le ministère de l'Éducation, vers le milieu non formel, vers les parents. Donc, ce n'est pas que la responsabilité des enseignants. Bon, là, il y en a plusieurs, mais je ne vais pas tous les lire, là, mais vous pouvez prendre des captures d'écran libres à vous. Je vais plutôt en regarder quelques-unes avec vous. Donc, une première, que l'école contribue à l'anticipation par les élèves d'un avenir viable, par exemple en adoptant une pédagogie de l'espoir et en réfléchissant à la rhétorique très fataliste présente en société et à ses impacts. Donc, on doit pouvoir aider les jeunes à réfléchir à un avenir qui leur donne de l'espoir. Que soient davantage aussi mises en valeur les possibilités qui sont offertes au Québec et dans les communautés locales. Quelles sont nos forces, quels sont nos atouts, quelles sont nos ressources, et on en a pour atténuer les changements climatiques et que celles-ci contribuent à nous rendre fiers. Donc, il y a plein de choses au Québec qui doivent contribuer à nous rendre fiers. Il faut pouvoir les illustrer. D'autres ici qui sont davantage liées aux opportunités. Que les jeunes se voient davantage accordés de confiance, de liberté, de ressources
et que ces ressources-là soient matérielles ou financières. Et ça vaut aussi pour les enseignants, à qui on doit accorder aussi davantage de confiance, de liberté et de ressources et de temps. Alors, lorsqu'ils se prononcent ou s'engagent sur les changements climatiques. Et vous l'avez souligné, que soient renforcées les possibilités d'action politique des jeunes à l'école et dans la société, que soit analysée en classe la réponse du politique aux demandes des jeunes, la pertinence des nouvelles réglementations, par exemple juridiques, plus strictes sur le plan environnemental, l'exercice du droit de vote et les recours légaux des jeunes qui sont plus vulnérables face au changement climatique. Une autre recommandation vers les libertés de réalisation, que l'école soit tournée vers sa communauté et que les actions liées à la lutte au changement climatique puissent servir au bien-être de toutes les générations et des plus vulnérables qui entourent les jeunes. Donc, que l'école soit un moteur, puis il y en a certaines écoles qui le font déjà très bien au Québec, soit un moteur du bien-être de la communauté qui entoure l'école. Cet élément-là, les jeunes du Québec ils sont vraiment contents, si j'en parle, là, que des efforts soient déployés afin de diminuer la complexité structurelle et la bureaucratie auxquelles font face les jeunes lorsqu'ils désirent poser des actions à saveur environnementale au sein de leurs écoles. Il y a tellement de jeunes que j'ai rencontrés qui m'ont dit « On arrive avec des projets à notre direction d'école, puis malheureusement, on n'a pas d'écoute. » Ou on nous dit que c'est trop compliqué, ou on nous dit qu'on ne peut pas faire ça. Que ces actions collectives en milieu scolaire soient orientées vers le plaisir, vers la satisfaction, la fierté, le bien-être, qu'on arrive à faire ressortir aussi les résultats et qu'elles soient mises en réseau pour être partagées dans plusieurs milieux scolaires. On le voit déjà, il y a certains médias 100 degrés, par exemple, 1.5, qui illustrent quelles sont les actions qui sont faites un peu partout dans le milieu scolaire. Puis, on bénéficie beaucoup de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs aussi. Ça peut nous inspirer. Il en reste une dernière, qu'on arrive à illustrer en classe les impacts des gestes posés, mais également la portée de nos actions. Puis, on en parlait tout à l'heure aussi. Donc, quelle est la portée des actions individuelles et collectives, puis quelles sont les limites de ces actions-là? Pour que les jeunes arrivent à mesurer finalement le contrôle qu'ils peuvent avoir face au changement climatique. Voilà. Donc, maintenant, j'aimerais qu'on passe un petit peu de temps à voir quels sont les exemples de ce qui pourrait être fait à l'école en fonction de ces conditions-là. Qu'est-ce qui, pour vous, fait du sens? Puis, sinon, j'aimerais vous entendre aussi si vous avez des questions à poser. Donc, la parole est à vous. Oui, Annalie? J'ai vu aussi Valérie avait sa main de Ah, lever. excusez, Valérie. Vas-y, Annalie, vas-y. Je vais aller après. Je crois que moi, je suis au Nouveau-Brunswick, comme je disais à Martin et à Michel tout à l'heure. Nous, on voit aussi des par école, c'est pas dans toutes les écoles, mais on voit les comités verts, les comités d'environnement, les comités de recyclage. Mais souvent, dépendamment des écoles, ils ont besoin d'un enseignant ou d'une personne qui aide à coordonner ou à encourager aussi. C'est pas souvent même, ça dépend des années aussi, avec l'intérêt des élèves. Mais pour revenir à ta question de qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui fonctionne bien dans les écoles, moi, j'ai vu ça dans le passé, puis ça fonctionne. Ça fonctionne bien, tout dépendamment de la structure des choses aussi, mais d'avoir un bon support des adultes en pair aussi pour le comité. Oui, tout à fait. Puis il y a une chose aussi dont j'ai peut-être moins parlé, mais les dimensions affectives, la place de l'affectivité centrale. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à l'école pour faire davantage de place à cette affectivité-là? Puis quand on parle, par exemple, du primaire, ça va être encore plus crucial.
Donc, la présence en nature, c'est certain que c'est central, mais le fait qu'on ouvre des espaces de dialogue avec les jeunes aussi pour qu'ils ne se sentent pas culpabilisés face aux problématiques environnementales, mais aussi qu'ils sentent qu'ils ont l'écoute nécessaire pour s'exprimer, pour exprimer comment ils se sentent. La littérature jeunesse peut être un moteur incroyable pour ça. La philosophie pour enfants en classe aussi peut être un moteur incroyable et les arts, peu importe lesquels ils sont, la danse, le dessin, toutes les formes d'art, le théâtre, l'improvisation. Même, j'ai vu des écoles à Montréal qui font de l'improvisation pour parler des changements climatiques. Donc, ça peut être aussi franchement intéressant. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres exemples ou questions? Oui, vas-y. Excuse-moi, Valérie. OK. Donc, j'ai 3 exemples que je vais passer à travers rapidement, ou 3 points, mais un, comme le disait Annalie, avoir l'appui. Nous, à notre école, on a toujours eu quelques enseignants au moins, mais cette année, on a vraiment la participation active d'un membre de la direction, puis ça fait toute la différence. Quand on veut qu'un dossier bouge ou quelque chose, oups, ça bouge tout de suite. Donc, ça l'aide énormément. 2, quand on en parle un peu dans plusieurs des matières. Donc, cette année, on a vu vraiment, puis c'est les élèves qui nous ont partagé ça parce que nous, des fois, on ne sait pas ce que nos collègues font, mais une élève nous a partagé que dans son cours de sciences, ils ont eu la conversation, est-ce qu'un arbre de Noël réussi comme plastique ou naturel, c'est mieux. Dans le cours d'English, ils ont regardé des documentaires, puis ont discuté par rapport à ça. Alors, ils l'ont vu dans plusieurs matières, puis je pense que c'est là que les élèves ils comprennent vraiment l'impact qu'ils peuvent avoir. Et troisièmement, j'ai essayé un genre de projet 20% time cette année là, avec mes élèves, mais j'ai laissé vraiment libre. C'est l'idée de Google que les élèves peuvent travailler de façon indépendante sur n'importe quoi pendant certains moments. Mais je l'ai laissé libre. J'ai pas fixé environnement ou quoi, mais là, en vous entendant parler, c'est certain que l'année prochaine, je veux dire, la seule contrainte, c'est en lien avec l'environnement, tu dois faire une action, mais ça leur donne le choix de vraiment se concentrer sur une problématique qui les intéresse et dans laquelle ils sentent qu'ils peuvent agir, puis en leur donnant du temps de classe pour le faire et les appuyant, je pense que vraiment, il peut avoir de belles actions, puis un sentiment de... Ça peut aider à développer vraiment le sentiment, voire forcer un peu à développer le sentiment de pouvoir agir. Ce sont mes 3 exemples. Tout à fait. Le fait de donner le choix, effectivement, c'est vraiment central. Je me souviens d'un projet où on a travaillé justement sur la question des changements climatiques. Puis la première chose que les élèves nous ont dit, on était en secondaire 4, donc 15 ans environ, ils nous ont dit « Ah non, pas encore ». Et puis, on a fait « Ah oui, OK ». Mais finalement, on leur a donné le choix de la thématique qu'ils voulaient aborder sur les changements climatiques. Donc, certains ont choisi le passage du Nord-Ouest, certains ont parlé de la résilience côtière et tout. Puis, à la fin du projet, ils ont dit « Ah, là, on réalise à quel point c'est complexe, puis à quel point, justement, on en savait peu sur la question. Et maintenant, on se sent davantage outillé, davantage prêt à en parler parce que là, on y allait vraiment en fonction de leurs intérêts, en fonction de leurs choix. » Je vois des mains qui se sont levées aussi. Mélissa. Oui, bien, je suis vraiment contente d'entendre cette discussion-là ce matin parce que nous, on est sur le point de mettre un projet en place avec plusieurs partenaires, dont la Ville de Montréal, où on n'a aucune idée ça va être quoi le projet. Ça, c'est angoissant pour nous. Mais le point, c'est de mettre en place un comité de jeunes pour que justement, ils développent ensemble un projet pour faire face au changement climatique. On a quelques contraintes, évidemment, de budget, d'échéancier, des choses comme ça. Oui. Mais nous, on est prêts à être complètement ouverts et de leur dire il y a cette problématique-là, on cherche une action pour y répondre. Puis l'idée, c'est de rassembler des jeunes qui ont différents intérêts, mais qui ont un intérêt commun, c'est l'environnement. Fait que pas juste des jeunes qui participent à des comités verts, mais des jeunes qui s'intéressent plus à la mode, des influenceurs, des sportifs, puis tout ça. Fait que je suis vraiment contente de voir ce matin que c'est une bonne lancée parce que de vendre un projet où on a cette idée-là, mais on ne sait pas ça va être quoi le projet, c'est quand même compliqué, en tout cas pour nous qui est habitués de mettre des limites puis de dire OK, bien là, on va faire ça puis d'un peu orienter la discussion parce que c'est nous autres qui contrôlent le budget puis tout ça. Fait que de voir, puis c'est toutes nos intentions, là, tout ce qui a été nommé, de laisser la place,
leur faire sentir qu'ils ont un pouvoir d'agir, de rassembler des experts dans ce comité-là. En tout cas, je suis contente de voir que c'est Oui, c'est sur la bonne vraiment... lancée. Oui, tout à fait. Puis on pourra se reparler si ça t'intéresse. Puis tu Oui. contacteras les gens de Espace pour la vie aussi à Montréal qui se lancent vers cette Oui. voie-là aussi. Oui, on travaille un peu avec eux justement OK. là-dessus, puis les gens de la Coop FA aussi là, qui ont le projet de carbone Parfait. scolaire. Fait qu'on travaille déjà un peu avec eux, mais c'est ça, tu sais, de se dire, OK, ben on vous donne toute la parole, toute la place. C'est quand même intéressant. Super. Je vois Joanie aussi pour terminer peut-être parce qu'il nous reste une petite minute. Oui, Joanie? Oui, ben en fait, j'ai pensé à deux éléments. J'évolue, moi, dans une école primaire à Rimouski. Donc, l'idée d'ouvrir notre porte comme enseignant ou comme école aux organismes qui sont dans le milieu. Moi, je pense, par exemple, à Cible là, qui est venue faire un tour dans notre classe. Bien, ça dresse la table, ça met un peu le sujet, puis éventuellement, bien, les enfants, les élèves reviennent avec, après ça, des idées de projet. Puis je pense que ça peut devenir un petit moteur très intéressant. Puis aussi le jardin scolaire, pour faire le lien avec ce que tu nommais comme le moteur du bien-être de la communauté. Bien, le jardin scolaire, quand l'OPP, par exemple, dans le cas de l'École du Rocher, donc l'organisation des parents qui soutient un peu l'école, là, qui est vraiment très impliquée dans le jardin scolaire, bien, ça vient aussi rendre la communauté dynamique autour de l'école, puis d'engager les enseignants, les élèves dans ce beau projet-là. Là. Donc, l'idée du jardin scolaire, puis d'impliquer les organismes du milieu. Tout à fait. Les enfants ont besoin de voir que les adultes s'engagent. Ils ont besoin de voir aussi qu'on est concerné autant qu'eux par la problématique, puis que justement, on pose des gestes. Ils veulent nous voir en train de poser des gestes plutôt qu'en train de leur dire des faits déterminés sur les changements climatiques. On doit être dans l'action, effectivement. Merci. Quel beau mot de la fin, Émilie. Merci beaucoup pour cette présentation super intéressante sur le pouvoir d'agir des jeunes. En fait, moi, c'est vraiment ce que je retiens, là. C'est ça qui est vraiment au cœur. C'est comment on peut faire pour leur transférer la balle, puis finalement, juste mettre en place les conditions essentielles pour qu'eux puissent aller de l'avant avec ça. J'ai l'impression, en fait, que ça pourrait aussi aider tout ce qui est en lien avec l'éco-anxiété. Oui, tout à fait. À Puis diminuer ça. Oui, on va le documenter bientôt, le lien. Oui, oui, c'est ça. Hein? Alors, merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci tout le monde. Je vous invite à vous joindre à une autre session. On a une courte période de pause d'environ 10 minutes. Et ensuite, là, vous pouvez reprendre là, et finir là, la journée. Et on vous invite à la toute